Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Le massacre d'octobre 2020 à Komba au Cameroun est un massacre commis le 24 octobre 2020 par des groupes sécessionnistes armés. C'est une attaque particulièrement sanglante contre des enfants qui a eu lieu à Komba au Cameroun. Au moins 8 élèves âgés de 12 à 14 ans ont été tués et une douzaine d'autres blessés dans l'attaque de leur salle de classe. Le crime horrible a vivement été condamné par tous les Camerounais et l'Union africaine. L'homme politique Limbi Lobé est revenu sur cette actualité pour livrer son analyse. Suivons maintenant le décryptage de Limbi Lobé sur les massacres d'enfants à Komba au Cameroun. Suivons. On disait à l'entame de cette émission, samedi noir dans la ville de Komba, où une vingtaine d'élèves ont été exécutés dans leur salle de classe alors que ceux-ci venaient pour des cours de rattrapage. On sait très bien que selon la déclaration du préfet, le lundi Gostan dans les régions anglophones du Cameroun, et ces élèves-là venaient se rattraper le samedi, surpris par les séparatistes qui les ont abattus à bout portant. Des descentes des autorités administratives ont été effectuées sur le terrain. Et je commence par vous, monsieur Limbi Lobé, je vous ai pas donné la parole dès l'entame de cette émission. Je commence par vous sur le sujet. Je voudrais avoir votre réaction à chaud face à cette atrocité, ces actes inhumains qui ont été perpétrés, orchestrés par les combattants séparatistes des régions dites anglophones. Je ne peux que demander à Mme Maximilienne Gombe et à Philippe Nanga des organisations dites de défense des droits de l'homme que je pense qu'ils doivent être satisfaits que les séparatistes ont respecté les droits de l'homme. Ils se sont battus pour les droits de l'homme en exécutant ces enfants qui n'ont rien à voir dans leurs ambitions ou dans leurs actes de criminalité qu'on veut nous présenter comme des actions pour la défense des droits de l'homme. Je veux que cet événement montre à notre pays tout entier jusqu'à quel point nous sommes dans une dérive intellectuelle où des gens, sous le prisme ou sous le prétexte d'avoir la liberté d'expression, procèdent à la production d'un certain nombre d'idées qui participent à la déconstruction même de l'état de droit. Et je crois que les gens, j'ai eu à le dire plusieurs fois, qu'il y a des mauvais opposants, qu'il y a à l'intérieur de ce qui s'appelle l'opposition, des gens qui sont rentrés là-dedans, qui n'ont rien à faire là-dedans. Ils ne font pas de l'opposition, ils font de l'anarchisme. Ils sont des apôtres de l'anarchisme, qui le présentent habillés avec un certain nombre de discours supposés intellectuels sous le prisme de la liberté d'opinion. Il m'a été donné de lire plusieurs fois ici une réflexion du premier président de la Cour suprême, Miko Bessonnet, où il disait que il citait Daniel Sall. Il y a la liberté de penser, mais il n'y a pas la liberté de publier sa pensée. Cette liberté n'existe pas. Vous pouvez penser tout ce que vous voulez dans votre tête, mais quand vous voulez publier, vous devez vous conformer à la loi. Selon vous, M. Limbi, est-ce que vous êtes en train de traduire ces actes par le fait qu'ils ont été encouragés par certains partis politiques? Mais depuis le début, nous avons dit ici que tous les partis politiques et tous les acteurs qui veulent utiliser cette dérive qui se produit au nord-ouest et au sud-ouest comme un fonds de commerce politique, comme un argument de lutte contre le régime du président Biya, ils seront comptables. Ils seront comptables. Et je suis satisfait de voir que leur discours a servi à quelque chose. Ça sert à déconstruire l'État et tout le monde le voit de plus en plus. Et c'est bien comme ça, parce que ça clarifie les responsabilités des uns et des autres. C'est pas aujourd'hui qu'on tue les gens. On a commencé par décapiter à la fois et les gens ont estimé qu'il fallait dialoguer avec des gens qui prennent des machettes, qui prennent des armes, qui tuent. Je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, les
tous ces partis politiques qui ont voulu faire de ce conflit un fonds de commerce sont plus fondés à demander le dialogue. N'est-ce pas? Ils sont aujourd'hui plus fondés encore que jamais à demander le dialogue. C'est-à-dire que plus on va tuer, plus vous allez demander à l'armée de rentrer dans les casernes, de déposer les armes, de faire le cessez-le-feu, de faire le dialogue entre des gens qui veulent couper le territoire et ceux qui ont la mission de préserver l'intégrité du territoire. C'est ça. Et ce discours, c'est les hommes politiques qui l'ont tenu. C'est les partis politiques qui prétendent gouverner ce pays qui ont tenu ce discours. Je pense que tout le monde voit la conséquence logique, l'aboutissement de cette utilisation fallacieuse de la liberté d'expression. Et ce n'est pas seulement au Cameroun, c'est ce qu'on voit dans tous les pays, ce qu'on voit en France, partout ailleurs. Des gens qui, sous le prétexte que les lois leur donnent certaines libertés, utilisent justement ces libertés contre la loi, contre la République. Et ça va donc fonder à terme l'interdiction. Parce que la légalité, c'est les gens qui la produisent. Elle n'est pas in extenso. Elle ne vient pas de Dieu, la légalité. Elle vient des hommes. C'est les hommes qui disent ce qui est légal. Dès lors que ça participe à la construction de l'état de société. Et lorsque vous avez des comportements qui ne participent plus à la construction de l'état de société, vous devez avoir l'illégalité. C'est de ça qu'il est question. Alors, M. Samuel Mout, on a vécu hier une journée vraiment triste où on a vu des vidéos, pour ceux qui n'avaient pas la possibilité de regarder, c'était horrible. Des enfants qui ont été mutilés, tués. Comment comprendre cela? Quelques jours avant, on a quand même vu l'émission, les arrestations de l'armée camerounaise, l'arrestation de certains généraux combattants séparatistes, certains qui ont été tués. Est-ce que la réaction aujourd'hui de samedi peut être considérée comme une perte de vitesse sur le plan militaire des séparatistes ou tout simplement un message envoyé au gouvernement camerounais? Comment comprendre cela? Il n'y a rien à comprendre là-dedans. Quand on est en face des atrocités, il n'y a rien à comprendre à l'atrocité. Mais c'est également l'occasion de revenir sur ce que Abel me disait tout à l'heure. Il veut dire quand on est agressé, on est agressé. Et dans le cas de cette agression-là, effectivement, je vous ai parlé tout à l'heure d'une certaine connivence, d'une certaine compréhension. Quand vous me dites, est-ce que vous pouvez comprendre quoi? On n'a rien à comprendre là-dedans. Mais effectivement, il y a un certain nombre de partis politiques au Cameroun qui ont pensé pendant longtemps à pouvoir qu'il était totalement commode que l'on puisse afficher une certaine compréhension d'un certain nombre d'actes de viande dans la République qui s'est décidé sous nos yeux. Aujourd'hui, la conséquence, elle est là. Il vaut mieux éviter un certain nombre de conflits pour pouvoir ne pas se trouver dans une situation de guerre. Parce que seulement lorsque vous avez installé le désordre à l'intérieur de la République, le désordre notamment se manifeste non pas par le fait qu'effectivement que l'on tue telle ou telle personne, mais c'est le fait, effectivement, le désordre, c'est le fait de ne pas respecter les lois et les règlements qu'à l'intérieur d'une république, on s'est fixé d'un commun accord. Sortir dans ce carcan-là, vous êtes exposé à tout parce qu'après, une fois qu'il y a une déflagration, on ne sait plus là où on va. Et nous demandons au gouvernement de la République, le RDPC demande au gouvernement de la République de continuer à accentuer son activité militaire dans la zone de telle manière à pouvoir assurer la tranquillité déjà dans cette zone. Vous voyez très bien quand je vous ai dit ça, qu'est-ce qu'on va nous opposer en face? On va vous dire vous n'avez jamais rien fait ça. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait tout à l'heure en me parlant notamment de la malgouvernance chaotique. Et on n'est pas à ce niveau-là. Parce que lui, quand il aura parlé pendant longtemps de la malgouvernance chaotique, lorsque lui aura fait la preuve éclatante de ce qu'effectivement le Cameroun est plutôt très bien gouverné, qu'est-ce qu'il en sortira? Ce qui doit en sortir, c'est ce que nous entendons faire pour les générations futures. Et dans le cas de ces générations futures-là, dans le cas de la préparation de ce que nous allons laisser aux générations futures, il n'y a pas de place à la guerre. Et dans cette guerre-là, elle aurait dû être condamnée depuis. Il y a une certaine connivence. Je suis désolé de constater qu'aujourd'hui, il y a effectivement des gens qui s'inclinent à l'intérieur du plateau pour pouvoir dire qu'ils ont pleuré toute la nuit. Je prends acte de ce fait effectivement qu'ils ont pleuré pour toute la nuit, mais il faudrait maintenant qu'ils continuent ces pleurs-là et qu'ils se ressaisissent parce que dans tout ce qu'ils font, c'est de dire tout simplement il y a la guerre au nord et au sud parce que le gouvernement n'a pas pu faire ça ou ça. Je voudrais insister là-dessus. Nous sommes dans un système démocratique. Lorsqu'on n'a pas pu gagner une élection première, notamment celle présidentielle, on attendra que la majorité puisse s'exprimer à travers un certain nombre d'options qui sont prises. Tout à l'heure, il me parlait effectivement, il commence à nous rabâcher le problème de fédéralisme, très bien. Mettons ça dans le panier des propositions nécessaires, des champs de possibilités nécessaires. Après, maintenant, lorsqu'il y a un suffrage qui s'annonce, on en fera certainement un thème de campagne
Mais ce n'est que dans ce cadre-là qu'il faut le comprendre. Il a le droit, effectivement, de dire qu'il veut du fédéralisme. Mais au début quand même de cette crise sociopolitique, on sait quand même que la revendication de ces séparatistes combattants était le fédéralisme, le retour à la paix. Est-ce que... Vous avez compris ce que je vous ai dit? Je suis en train de vous dire, c'est pour ça que je veux oui, mais justement, ce que je vous dis, c'est dans le cadre effectivement de cette liberté d'expression, chacun peut dire, contribuer à alimenter le panier de possibilités. En disant, moi je veux le fédéralisme, tel autre disait, moi je veux un État jacobin, et un autre dira, effectivement, moi je veux un État, bien que jacobin, qui ait une certaine décentralisation. C'est des thèmes de campagne. Après, maintenant, on les inscrit dans les thèmes de campagne et on fait campagne. À partir du moment où il y a une majorité qui se dessine pour le fédéralisme, la minorité se taira le temps nécessaire que ce fédéralisme-là, le temps du mandat puisse être implémenté. Et ce n'est qu'après, effectivement, que l'on pourra remettre en cause de ce qui s'est passé au nord et au sud-ouest, de dire, effectivement, bien qu'étant dans la République, on vous imposera la sécession. Ou alors, à la limite, si on veut être un peu plus mou, on vous imposera le fédéralisme. Il n'y a pas à imposer aux citoyens à l'intérieur d'une république. Il n'y a pas à imposer la loi telle que doit se dessiner, telle que doit être appliquée. C'est la loi du nombre. Sur la base d'un certain nombre de tests qui nous gouvernent. Et lorsqu'on vous dit effectivement qu'il y a une élection, il y aura une élection. Sur la base de cette élection-là, on souffrira le temps nécessaire que la majorité, même si elle a des idées biscornues aux yeux d'un certain nombre de personnes, notamment qui sont des opposants, pendant cette période-là, la loi devait être appliquée, la loi du nombre devait être appliquée. Et après maintenant, s'ils ont suffisamment de ressorts à l'intérieur de la société, ils prendront le relais. Mais vous vous imaginez bien, et c'est effectivement ce que nous leur reprochons aujourd'hui, c'est de dire à un moment donné, à partir du moment où nous pensons que notre horizon politique est obstrué, on s'agrippera sur un certain nombre de déviances à l'intérieur de la République pour pouvoir exister. Et dans le cadre de cette existence-là, on a mis à mal parce qu'on a toléré pendant des années, on les a même encensés, on a même encouragé le fait effectivement que des gens étaient déviants au nord-est et au sud-ouest. La conséquence, elle est là. Le gouvernement de la République essaie de trouver des solutions et nous lui apportons notre soutien. Alors, M. Nimilobé, quelques heures après ces actes de barbarie, le préfet a instruit une recommandation. On a passé à l'interpellation des riverains de cette école où des jeunes élèves ont été abattus, froidement assassinés. On parle justement de la réaction des populations et dans sa déclaration devant la presse, il incitait les populations à travailler ensemble avec l'armée camerounaise pour aider. On soupçonne la population d'avoir laissé faire, sinon comment comprendre le crépitement des balles et ne pas réagir jusqu'à le départ des séparatistes. Et certains hommes politiques, personnalités ont réagi, notamment l'ambassadeur de France sur son compte Twitter, Christophe Goulou. On a vu la réaction des autres hommes politiques, Abraham Libi et autres, qui demandaient justement la paix, le retour de la paix dans cette zone anglophone et surtout un grand cœur pour la région de Koumba. Première chose, pour la ville de Koumba. Si vous avez signé un pacte ici, si j'avais été là, je ne l'aurais pas signé. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on va dire qu'on excuse. Si vous avez signé un pacte, pour ne pas dire que les partis politiques sont mauvais, Monsieur William a voulu, je fais pas de précision. Vous avez le droit de parler, vous avez laissez que j'arrive à l'essentiel. Je commence d'abord par vous dire que ce n'est pas aujourd'hui. Et il y a très longtemps que j'ai dit que il y a des gens qui sont dans la scène politique camerounaise au titre de l'opposition qui n'ont rien à faire là-dedans. Je me bats tous les jours pour qu'on les chasse de l'opposition qui rentrent où ils étaient. Ils étaient dans le régime. Et ils font partie de ceux qui aggravent la crise anglophone. Je n'ai pas peur de le dire, M. Bignam. Le MFC fait partie de ceux qui aggravent cette crise. Y compris des partis comme le modèle Naki, pour des raisons d'affinité tribaliste, c'est vrai que MFC et puis font tout ce qu'ils font là. Il n'y a aucun problème au monde qu'on résout sans connaître les responsables. C'est de ça qu'il est question. Ce discours politiquement correct où on fait semblant d'implorer je ne sais qui pour dire que oui, asseyons-nous, on s'assoit avec qui? C'est de ça qu'il est question. On s'assoit avec qui? Pour parler de quoi? On s'assoit avec quelqu'un pour parler de la sécession. On s'assoit avec quelqu'un pour parler de la sécession. Quelqu'un dit que je veux couper une partie du Cameroun. Quelqu'un ne se dit pas Camerounais. Vous prenez sur vous de dire qu'il est Camerounais. Quelqu'un dit qu'il n'est pas Camerounais. Les gens disent qu'eux, ils ne sont pas Camerounais. Et vous, pour résister, vous décidez de dire que ils sont Camerounais, il faut qu'on discute avec eux.
on discute avec des gens qui ne sont pas camerounais des problèmes du Cameroun. Les gens disent eux-mêmes qu'ils ne sont pas camerounais. Prenez acte qu'ils ont dit qu'ils ne sont pas camerounais. Vos jérémiades ne changent rien dans leur tête. Les gens disent qu'ils veulent couper une partie du territoire. Vous dites qu'il faut discuter avec eux pour leur proposer le fédéralisme. Ils vous ont demandé le fédéralisme. Vous avez entendu Ayuk Tabe ou bien tous ces gens qui sont aux États-Unis placés partout. Ils vous ont parlé du fédéralisme. Pourquoi vous prenez votre programme politique pour le greffer sur des agissements qui n'ont rien à voir avec votre programme politique? Quand les gens veulent le fédéralisme, on prend on coupe sa tête. Quand vous voulez le fédéralisme, vous venez dans une école comme ils sont venus hier. Vous tuez les gens parce que vous voulez le fédéralisme. Le fédéralisme a fait partie des propositions qui ont été faites au peuple camerounais. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis 2011 que M. Foundi porte par la parole de ceux qui aspirent au fédéralisme. Il est battu aux élections et son score est décroissant. Il faut bien qu'on écoute le message des électeurs camerounais. Ou bien on n'y a plus d'élection et ça devient la loi de la jungle. Ou bien les gens ont la culture démocratique et reconnaissent que si j'ai une vision de la société et que je vais aux élections, je suis battu, cela veut dire que la société ne partage pas ma vision des choses. C'est de ça qu'il est question au Cameroun. Qu'est-ce que c'est que ces gens qui prétendent être des démocrates et qui ne veulent pas accepter le résultat de l'élection? Vous voulez faire du fédéralisme, d'accord. Vous allez aux élections, vous avez 3%. Vous devez en tirer les conclusions ou pas. Vous venez expliquer la crise par des choses qui n'ont rien à voir avec cette crise. Cette crise n'a rien à voir avec les deux systèmes électoraux, ou bien deux lois, ou bien un hymne national qui a été mal traduit. Ça peut avoir. Vous tuez les enfants là parce qu'on a mal traduit l'hymne national. C'est de ça qu'il est question, c'est ça le problème. Est-ce que les raisonnements que les uns et les autres développent à la suite de ces événements-là, ces raisonnements ont quoi à voir avec le comportement que les gens ont? C'est une façon de dire aux gens que, eh bien, on braque les banques ici parce qu'on est mal gouverné. On braque les banques parce qu'on est bien mal gouverné. Aux États-Unis, où on prétend qu'on est bien gouverné, en France, en Suisse, partout on prétend qu'on est bien gouverné, on ne braque pas les banques. Il n'y a pas de meurtre là-bas. On négocie avec les meurtriers en Suisse. Aux États-Unis, pourquoi vous êtes pressé? Vous avez parlé tout à l'heure 2 fois. Moi, je ne vous ai pas, je n'ai pas de rapport. Donnez-lui mon temps de parole. Non, donnez-lui mon temps de parole. Il veut venir nous expliquer d'un projet politique qui n'a rien à voir avec la demande sociale du Cameroun. Il faut que les gens acceptent. Parce que le problème du Cameroun aujourd'hui, c'est que sous le prétexte de l'existence d'un test vertueux qu'on appelle la Déclaration universelle des droits de l'homme, les gens veulent renverser un régime démocratiquement élu. Sous le prétexte qu'on a la liberté de contester les élections, vous voyez ce qui se passe en Afrique. Aucun président ne gagne plus l'élection. Tous les opposants ont la liberté de construire les États parce qu'ils ont perdu les élections, ils disent qu'ils les ont gagnés. M. Kamto a contesté l'élection avant même que les résultats de cette élection ne soient produits. Il a dit qu'il a gagné. Du coup, c'est ça qui est à l'origine. Je veux la gâter. Je vais la gâter. Vous voulez la réparer. Vous voulez la réparer. Sauf que je vous dis simplement que je ne suis pas politiquement correct. Vous comprenez? Je ne suis pas un homme politiquement correct. Vous passez tout votre temps, je suis en train de vous répondre. Sauf que je ne suis pas là pour vous répondre, pour vous plaire. Ma réponse n'est pas destinée à vous plaire. Je vous dis que le mal se répand. M. Kamto a dit qu'il a gagné les élections avant même que les résultats des élections soient. Cellou Diallo fait la même chose. Il est en train de faire la même chose. C'est aussi, c'est parce que l'hymne national de Guinée est mal traduit qu'on est en train de brûler en Guinée. C'est parce que l'hymne national de la Côte d'Ivoire, ou bien il y a 2 systèmes judiciaires ou juridiques, ou je ne sais pas quoi. C'est pour ça que la Côte d'Ivoire est en train de brûler. La Côte d'Ivoire, la Guinée, le Cameroun sont dans des problèmes à cause
cause de la qualité des hommes politiques. La qualité des hommes politiques, c'est de ça qu'il est question. Quand vous avez des hommes politiques qui pensent qu'on peut transgresser les principes fondateurs au nom de certaines choses, comme la Déclaration universelle des droits de l'homme, comme la liberté de penser, comme la liberté d'opinion, et patati et patata, vous êtes dans la déconstruction même de l'état de société. C'est de ça qu'il est question. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ont une revendication corporatiste, et d'autres viennent se greffer sur la revendication corporatiste. Ceux qui ont fait la revendication corporatiste au Cameroun, ont-ils quelque chose à voir avec Ayoub Sissoko qui demande la sécession? Ils ont quelque chose à voir? Agbombala a quelque chose à voir avec Ayoub Sissoko? C'est vous qui prétendez parler pour ces gens-là. Agbombala n'est jamais venu sur un plateau de télévision vous dire qu'il faisait son syndicalisme pour que Ayoub Sissoko profite de ça pour parler de la sécession. Vous dites qu'ils étaient dans une négociation. Ils ont voulu parler du fédéralisme. C'est la compétence des syndicats de parler de la forme de l'État. La forme de l'État est une matière politique. Ça se discute par les acteurs politiques. Et au Cameroun, comme partout ailleurs, même si on peut comprendre le rapprochement entre les syndicats et les forces politiques, les forces syndicales, c'est des forces bien spécifiques. Elles ont leur mission. Sauf si vous voulez que, parce que vous voulez atteindre vos objectifs politiques, il faut créer un mélo général. Est-ce que c'est la responsabilité d'Agbombala en tant que syndicaliste de parler de la forme de l'État qui est inscrite dans la Constitution? C'est pour ça qu'il faisait la marche syndicale. Pourquoi vous prenez les propos d'Agbombala, vous prenez la lutte d'Agbombala qui n'est pas la vôtre et vous voulez vous greffer à la lutte d'Agbombala? C'est ça qu'on a appelé la récupération politicienne. Et c'est elle qui est à l'origine de l'aggravation des problèmes qui n'ont rien à voir avec vos projets politiques. Sur la question de la crise anglophone et des assassinats qui sont perpétrés, quelles sont les solutions que vous proposez? La solution, elle est militaire. Quand vous tuez des gens, on vous désarme. On vous arrête, on vous traduit au tribunal. On ne fait pas un débat. Vous avez vu un débat en France, les gilets jaunes ont fait des casses sous prétexte de faire des manifestations pacifiques. Ils ont fait des casses. Ceux qui ont été arrêtés, on a fait un débat avec eux. On les a traduits devant les tribunaux. C'est de ça qu'il est question. Quel est ce discours où vous avez des meurtriers qui sont à visage découvert et vous venez vous asseoir? Eux-mêmes ne demandent pas à venir sur les plateaux de télévision. C'est vous qui prenez leurs agissements. Et c'est pour ça qu'on parle de fonds de commerce politique. C'est-à-dire que des agissements qui relèvent de la violation des principes, vous en faites matière à vous permettre à exister politiquement. Il y a des élections. Vous n'allez pas aux élections pour dire aux gens que si nous on est élus, on va faire asseoir tous ceux qui ont coupé les têtes de Ayafor et des autres. On va discuter avec eux pour trouver une solution. Et vous verrez si la société va vous élire. La société ne vous élit pas. Vous sortez des élections, vous faites comme si c'est vous qui avez gagné ces élections. Vous faites des injonctions à celui qui a gagné les élections. Quel est ce type de démocratie? Supposons que M. Kanto ait réussi à chasser Paul Biya. Oui, supposons que M. Kanto, à l'issue de ces marches qu'il voulait organiser pour chasser Paul Biya, avait réussi à le chasser. Il aurait laissé que Paul Biya aille dehors organiser aussi les marches pour le chasser. Puisqu'on veut chasser les gens qui sont élus. C'est de ça qu'il est question. Et tous ceux qui bavardent ici disent qu'ils ont signé un pacte pour ne pas parler des partis politiques. Ils sont des imposteurs. C'est les partis politiques qui sont à l'aggravation, qui sont à l'origine de l'aggravation de cette crise-là. Puisque le discours d'un certain nombre de partis politiques qui se pensent politiquement très corrects, qui croient tenir un bon discours, bon à écouter, ils pensent qu'il faut s'asseoir pour négocier. Et ils critiquent donc le gouvernement. Autrement dit, chaque fois que la crise s'aggrave, c'est bon pour eux. Puisque ça leur permet d'asseoir la critique contre le gouvernement. Mais qu'est-ce que le gouvernement a à voir dans une affaire où vous prenez la tête d'Ayafor, vous coupez? Une seule chose, c'est de désarmer, de poursuivre celui qui a coupé la tête d'Ayafor, de le traduire devant les tribunaux et qu'il soit condamné en fonction, en vertu de nos lois. Ce n'est pas un dialogue. Bon. Alors, monsieur, on va faire un dernier tour sur la question. Je commence par M. Bignam. Oui, moi, vous savez, je suis un homme de parole. C'est mon feu père qui m'a appris ça. Un homme à sa parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. J'ai donné ma parole.
Mais Joseph Antoine avait dit que chez nous n'est pas ça. Il y a des personnes qui trompent beaucoup. Il y a des personnes, lorsqu'on les voit avec des cheveux blancs, on les appelle bonbon. Avoir les cheveux blancs chez nous ne veut pas dire être bonbon. Parce que le bonbon chez nous, c'est le sarrache. Pour avoir les cheveux blancs comme M. Émile Lobert et comment ne pas avoir la grâce de Dieu, d'avoir la sagesse. Donc vous voyez que sur ce plateau, je suis son jeune frère et moi, j'aimerais l'amener à la raison aujourd'hui. Pour ces gens qui sont tombés. Je continue à dire que, et je ne suis pas d'accord avec mon frère de l'opposition et avec M. Émile Lobert, qui disent qu'il est temps de dire que c'est l'opposition, c'est les sociétés civiles, sont les ONG, c'est les États-Unis, c'est le gouvernement, c'est Paul Biya qui est responsable. On est en train de dire que la situation est tellement enlisée, compliquée, qu'il est urgent de négocier, de cesser le feu. Je suis d'accord avec mon frère. Urgence, négocier de cesser le feu. En Afrique du Sud, au Rwanda, après le génocide, c'est lorsque les gens se sont assis sur la table, après avoir trouvé des solutions, qu'on a mis sur pied ce qu'on appelle la commission vérité et réconciliation. La commission vérité et réconciliation, c'est à partir de cette commission que les responsabilités sont dégagées. C'est là où on a vu les gens en Afrique du Sud, au Rwanda, s'agenouiller, pleurer, des hauts gradés, des gens de l'opposition, de la société civile, les présidents, les chefs d'État, s'agenouiller devant le peuple, pleurer, dire je présente les excuses. Ça, c'est la phase finale. Mais le plus urgent, dans toute résolution de crise, dans le monde entier, c'est la négociation de cessez-le-feu. Voilà pourquoi à un moment donné, je prends l'exemple de la pandémie. Quand la pandémie commençait, Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, a donné le mot d'ordre, l'urgence du cessez-le-feu dans tous les foyers de tension dans le monde entier. Parce qu'il y avait péril à la demeure. Et ce péril-là, c'était la Covid. Alors, en l'état actuel de l'escalade de la violence dans le Nozo, je continue à rester constant sur ma position, que l'urgence, c'est la négociation, c'est sur le feu. Les responsabilités vont se dégager après. Après, c'est sur le feu. Lorsqu'on va s'asseoir sur les tables de négociation, on va arriver à une phase de vérité, réconciliation et paix. Et c'est dans cette étape-là que les responsabilités vont être dégagées. Et je vais vous dire une chose. À quoi nous sert de dire que c'est telle personne qui est immédiatement responsable ou telle autre partie si nous n'avons pas de solution après? Les responsabilités, nous les jetons les uns et les autres depuis pratiquement 4 ans. On n'a pas bougé d'un seul pas. D'un seul pas. Je crois que toutes les forces et tous ceux qui aiment le Cameroun aujourd'hui doivent se déshabiller et se dire, nous mettons de côté nos chapelles politiques, nos convictions religieuses, ceci et cela. Nous voulons nous asseoir pour résoudre la crise anglophone. Un cessez-le-feu est urgent. Après le cessez-le-feu, on s'assoit sur la table de négociation. On va définir les canons qu'il faudra, le modèle qu'il faudra utiliser, que ce soit une médiation nationale, une médiation internationale, une médiation mixte. On va la définir ensemble en tant que Camerounais. Moi, je ne suis pas partisan des gens qui pensent que c'est l'étranger qui doit résoudre nos problèmes. Je ne suis pas partisan. Je dis je ne suis pas partisan. Moi, je pense que nous pouvons résoudre ce problème. C'est une question de volonté politique. Et c'est là où je suis encore d'accord avec mon frère de SDF. C'est une question politique qui doit avoir une solution politique. On ne doit pas sortir du champ politique. Si on veut sortir du champ politique pour gérer ça du point de vue légal, on n'arrivera jamais à une solution. Lorsque M. Émile Lobert dit qu'il veut gâter l'émission, vous voyez d'abord la violence verbale. Oui, c'est vous qui avez dit que je veux la battre. Moi, je ne suis pas venu faire une émission pour vous faire. Je suis venu vous tenir responsable. Je vous tiens pour responsable. Si ça tient que Michel a cassé gâté. 20 secondes, je vous en prie. Donc, ce que je veux dire, Priscille, c'est que le problème est politique.
qu'on ne le juge pas du point de vue légal, sinon ça va empirer la situation. La solution n'est pas militaire. Même M. Samuel est d'accord avec moi que la solution n'est pas militaire. Quand vous dites ça, vous insultez même aussi l'intelligence et la volonté aussi, président Paul Biya, de vouloir résoudre cette crise. C'est lui qui a initié le grand dialogue national. Et vous dites que la solution est militaire. Alors, M. Samuel, les solutions pour sortir sur ce sujet de cet assassinat des élèves dans une école à Kumba. Alors, je voudrais bien conseiller à mon public pour se protéger, sécuriser un certain nombre de choses. Et dans le cadre de cette protection, de cette sécurisation-là, vous ne pouvez pas faire l'économie, effectivement, d'utiliser un certain nombre de moyens que je ne voulais pas citer ici pour ne pas vous perdre. Et quand j'ai dit tout à l'heure, effectivement, qu'on ne sommes pas là pour faire la politique aujourd'hui, et que je me quitterai le plateau, je n'aurai aucune hésitation à quitter le plateau si on revient, on me ramène dans les mêmes travers, c'était effectivement parce que j'espérais qu'il y a un certain nombre de mécanismes qui seraient compris des uns et des autres. Dans ce que je ne comprends pas, c'est que je crois qu'il y a des gens qui n'ont pas compris comment la République fonctionne. Il y a, effectivement, quand vous parlez de dialogue, je me rappelle cette phrase malheureuse, là d'abord, là, au grand dialogue national, se levant et disant le minimum que le parti d'en face peut accepter, c'est la fédération. Le minimum qu'il puisse accepter, c'est la fédération. Non, dans le cadre de la négociation de la forme de l'État, on utilisera les canons nécessaires, républicains, pour pouvoir dire effectivement quelle est la voie que nous suivons. On ne se lève pas dans le cadre d'une instance comme cela pour pouvoir vous dire, je vous dis que le minimum que nous pouvons accepter pour qu'on puisse sceller la paix, c'est effectivement de nous dire effectivement que nous avons évolué vers la modification de la forme de l'État. Et tout le problème, il est là, parce que quand vous les écoutez, et d'ailleurs, monsieur Bignam, votre leader ne vous facilite pas la tâche en la matière, quand il vous dit effectivement, dans le cadre, après d'avoir mollement condamné, combien de morts faut-il encore pour qu'une solution politique ramène la paix dans le Nozo? Il parle de la solution politique, moi il parle d'une solution républicaine. Et il faut qu'il admette à un moment donné que c'est une solution républicaine qui va faire en sorte que l'on puisse sortir de cette impasse-là dans laquelle les gens nous ont amenés. Je voudrais caricaturer. Règle numéro 1. Dans une république, il n'y a rien qui doit nous paraître comme étant insupportable. Règle numéro 2. Si dans votre environnement à vous, vous considérez qu'il y a à un moment donné quelque chose qui vous semble insupportable, à la première règle. Parce que la République, c'est vous donner des solutions. Et dans le cas de ces solutions-là, on ne pourra pas me rabâcher les oreilles en disant qu'on regarde d'abord les causes profondes. Si nous, autrement dit, nous sommes suffisamment intelligents pour pouvoir tout justifier, y compris nos errements. Dans ce qui s'est passé dans le nord et sur le sud-ouest républicain, là-dedans, qui ont fait des actes de déviance. Les canons de la République ont été mis en branle. Une autre solution qui, à ce moment-là, nous donnerait un autre cap. Dans le cap de ce qui est défini aujourd'hui, elle est définie, notre vie politique est... Est-ce que vous avez un conflit avec votre voisin? Qu'est-ce que vous faites, Pucelle? Vous prenez la maquette? Non, il y a une instance qui va vous départager. C'est une instance républicaine. Vous allez... Lorsque vous avez une différence de ce genre, les mécanismes républicains, les voies républicaines qui vous ont donné dans le cadre de la première règle que j'ai énoncée, rien n'est insupportable, c'est de dire qu'à un moment donné, on patientera et on posera le problème à l'instance nécessaire, dont fait partie effectivement Elimbi Lobé, c'est de dire qu'à ce moment-là, attendra le temps nécessaire pour pouvoir poser l'ensemble de ces problèmes-là sur la table de telle manière à ce que l'instance à laquelle on se réfère, l'instance du moment à laquelle on se réfère, puisse nous donner la solution nécessaire. S'il y a majoritairement à l'intérieur d'une république les gens qui disent qu'ils sont citoyens, et dans le cas de ce que, parce que je suis minoritaire à ce moment-là, j'accepterai que la majorité puisse effectivement fixer ce cap républicain-là qui fait qu'on va tendre vers le fédéralisme. Il n'y a pas de connivence. Dites ça à votre leader de Moudegna. À dire effectivement, parce qu'effectivement, à un moment donné, il y a des dieux illuminés qui ont pensé qu'il faut que le Cameroun en deux, on va négocier. Il n'y a pas de négociation en la matière. La seule négociation, c'est qu'on attendra d'une campagne électorale pour pouvoir dire la République que nous voulons pour demain, ce sera une République fédérale. Et à ce moment-là, s'ils sont majoritaires, on acceptera qu'ils sont majoritaires. Mais rien au monde ne peut justifier une prise d'armes. Dites ça au Moudekna, dites ça également au MRC, dites ça au SDF. Également trouver une justification à vous couper la tête. On va prendre les armes, contraindre telle ou telle autre personne. Vous savez, ce qui nous protège dans la République, effectivement, ce sont ces lois et les règlements. Sinon, peut-être parce que je parle plus fort, je vais vous imposer ma loi.
l'éducation qui fait que vous devez respecter le fondé. Aujourd'hui, effectivement, on en est effectivement à la tuer de part et d'autre parce qu'effectivement, il y a une digue sociale. Parce qu'on a admis qu'à un moment donné, il y a des gens qui ne sont aucune instance républicaine pour dire que le lundi ne fonctionne pas. Les gens sont partis le samedi. Qui ne sont pas enregistrés doivent se rapprocher de l'autorité administrative. On admet effectivement qu'à travers des corps sociaux dans une république, on puisse donner la place à la négociation. Mais vous voyez très bien là également, laisser à travers les instances. Parce que, écoutez, l'autre chose également que je voudrais préciser, je veux dire, Machiavel, par exemple, n'était pas épiciste. Voilà ce qu'il nous laisse comme héritage à la postérité. Il ne doit jamais laisser se produire un désordre pour éviter la guerre. Le seul moyen pour pouvoir éviter la guerre, effectivement, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de désordre. Dans ce que nous avons cautionné à l'intérieur du Nord-Ouest, nous avons cautionné un désordre qui est fait aujourd'hui. Parce que quand Abel Elimbe le bénéficie sur la déclaration du Conseil des droits de l'homme, je vais vraiment revenir à la rescousse de ce qu'il a dit, l'article 29, pour dire effectivement qu'il n'y a pas de place à la désordre, il n'y a pas de place au désordre à l'intérieur d'une république. Là également, vous voyez très bien que de manipulation en manipulation, c'est pour ça effectivement quand vous parlez de négociation, vous savez, parce qu'on a un point de vue divergent, on sort toute forme d'argument. Voilà un argument qui vient de nous sortir tout à l'heure sur l'article 47. Je voulais tout simplement, pour que fermer le débat là-dessus, je voudrais vous lire le contenu de cet article. Il est tout simplement écrit: toute proposition de révision de la présente constitution portant atteinte à l'unité et à l'intégrité de la fédération est considérée comme étant irrecevable. Comme pour dire quoi? Intangibilité des frontières. Personne n'admettra que l'on puisse porter atteinte à la nation camerounaise constituée là ici sous la forme d'une fédération. Mais ce n'est pas, le fédéralisme qu'on gravait sur le map à travers cette constitution-là. Et vous voyez très bien, pour pouvoir cautionner le fait effectivement que les gens puissent être des gens au nord et au sud-ouest, il vous récite à longueur de journée cet article 47. L'article 47 disait tout simplement, mais c'est un principe fondamental sacré. On ne porte pas atteinte à l'intégrité d'une nation. Et dans le cas du Cameroun à l'époque, comme c'était une fédération, on ne portera pas atteinte à l'intégrité de la nation camerounaise, considérée ici là sous forme d'une fédération. Monsieur Lebel, avant la réaction de monsieur Lebel. Je veux dire que ce débat, c'est toi qui conduis le débat. Non, allez-y, monsieur Lebel. C'est extraordinaire. Le débat de Tarage, ça prend des clics de fédération. Monsieur, je vais vous donner la parole, monsieur Lebel. Non, je vais d'abord montrer aux gens qui nous regardent jusqu'à quel point les gens se disent démocrates, or ils sont des esprits totalitaires. En réalité, les gens parlent du peuple. Ils ne sont pas prêts à écouter ce peuple. C'est pour ça qu'ils ne vont pas aux élections. Parce qu'ils ne sont pas prêts à écouter le peuple. Ils ne veulent pas affronter le peuple. Ils ne veulent pas la décision du peuple. Et quand on ne veut pas la décision du peuple, on est justement contre l'état de société au sens de force et de pouvoir. Ils ne veulent pas l'expression de la souveraineté populaire. C'est pour ça qu'on va aux élections. À la sortie des élections, les gens continuent à vous tenir les mêmes discours contre lesquels le peuple s'est prononcé. Mais monsieur Pélap, vous me dites que je suis allé aux élections. J'avais mes idées, j'ai été battu. Et tu attendais la prochaine fois. Vous m'avez vu empêcher Dor Collins, qui a gagné les élections, d'être le député de la circonscription? Non. Vous m'avez vu mener une campagne contre Dor Collins. Les élections sont passées. C'est Dor Collins et Touté Malis qui ont gagné les élections. C'est le RDPC qui a gagné les élections. Vous m'avez vu contester la victoire du RDPC? C'est de ça qu'il est question. Vous contestez les décisions rendues par le peuple souverain. Vous voulez qu'on remplace le peuple par des instances informelles dites de négociation. C'est de ça qu'il est question. C'est-à-dire que, comme vous êtes incapable d'aller aux élections, comme vous êtes incapable de les gagner, vous souhaitez qu'on mette le peuple à l'écart, et puis déjà, ça c'est un petit groupuscule de personnes totalement illégitimes, ça c'est pour négocier. Négocier quoi? Vous dites que
la commission Moussongué est allée au nord-ouest et au sud, elle a consulté les gens, elle a dit que les gens veulent le fédéralisme. Mais le fédéralisme, ils veulent le fédéralisme pour le nord-ouest et le sud-ouest. Ils veulent le fédéralisme pour tout le Cameroun. On nous a consulté. C'est vous qui avez envoyé la commission. C'est moi qui parle. Je croyais que votre esprit démocratique allait accepter que je parle. Vous dites que la commission, non seulement je n'ai pas entendu la commission Moussongué rendre un rapport où il dit qu'au nord-ouest et au sud-est, les gens lui ont demandé le fédéralisme. Et je prends acte que vous vous comportez comme si le Cameroun c'était le nord-ouest et le sud-ouest. Et que les autres parties du Cameroun qui ne veulent pas du fédéralisme ne comptent pas. Si le nord-ouest et le sud-ouest veulent le fédéralisme, alors on met le fédéralisme. Même si le centre, le sud, l'est, l'extrême nord ne veulent pas du fédéralisme. C'est ça votre mentalité? Pourquoi vous allez donc aux élections? Ça explique pourquoi vous soutenez ceux qui prennent les armes. Et que John Fouli aille à dire que s'il était jeune, il allait rentrer en bourse pour assister les sécessionnistes. Il avait dit. Ça montre très bien que, en réalité, vous parlez de démocratie, mais vous ne voulez pas de la démocratie. Quand vous dites que il faut, la Constitution n'a pas prévu le grand dialogue, la tripartite, et qu'on est quand même allé à la tripartite, c'est précisément parce que la tripartite était informelle que celui qui l'a demandé n'était pas tenu. Il n'était pas tenu. Et quand on allait au grand dialogue, j'ai eu à le dire avant, je n'étais même pas encore invité, je ne savais même pas que j'allais un jour assister au grand dialogue. J'ai dit aux gens que c'est Paul Biya qui vous a invité. Vous êtes ses invités. C'est lui qui vous donne l'ordre du jour. Vous avez vu qu'avant le grand dialogue, il y a eu tout un débat sur de quoi on devait parler. Il y avait des gens qui ne voulaient même pas que le président de la République et son premier ministre, qui est chargé d'appliquer sa politique, conduisent le grand dialogue. Et j'ai dit aux gens, mais attention, le grand dialogue est un acte politique de celui qui a gagné l'élection. C'est lui qui dit de quoi il veut parler. C'est lui qui dit pourquoi il veut vous consulter. C'est lui qui décide de qui dirige cette affaire. D'où vous vient le pouvoir de décider que M. John Goute, son premier ministre, ne doit pas diriger cette affaire. Et vous étiez de ceux qui disaient que tant que c'est John Goute qui dirige cette affaire, vous n'assisterez pas. Vous vous êtes ressaisis, vous avez assisté, vous avez même présidé des commissions. C'est ça, le retour à la sagesse. On a des extravagances, des idées qui sortent de nulle part. Parce que vous êtes incapable de vous organiser et de gagner l'élection. Les gens veulent substituer au peuple des instances informelles qui n'ont pour seul et ultime aboutissement que la promotion de l'esprit d'anarchie. Parce que quand vous allez vous asseoir dans vos dialogues que vous demandez, moi je suis pour qu'il n'y ait aucun dialogue avec vous. Allez aux élections. Allez aux élections. Gagnez les élections. Et je vous rappelle que les élections de représentation, c'est-à-dire les élections législatives, ont eu lieu au nord-ouest et au sud-ouest. Le SDF a été battu. Il a saisi les instances que lui-même reconnaît, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel. Il a annulé les élections dans 11 circonscriptions sur 13 sièges. On a repris les élections et le RDPC a regagné les mêmes 13 sièges. Ça ne vous parle pas? Quand les choses se passent comme ça ne vous parle pas? Alors vous continuez à venir nous tenir un discours éculé ici. Vous dites que le nord-ouest et le sud-est veulent le fédéralisme. Mais si le nord-ouest et le sud-est veulent le fédéralisme, c'est le SDF qui devait gagner les élections là-bas. Pourquoi le SDF ne gagne pas les élections là-bas? Il a commencé par avoir le plus grand nombre de députés à l'époque où il ne parlait pas du fédéralisme. Quand il a commencé à parler du fédéralisme en 2013, en 2011, aux élections de 2011, il a commencé à parler du fédéralisme, il a eu 13 députés. Et son nombre de députés a baissé jusqu'à devenir 1. Monsieur Limbilema, on en reparlera, on va lire la Voilà. Quand vous avez choisi le profil politique, vous devez tirer les leçons et savoir que vous proposez aux gens quelque chose, de deux choses l'une. Ou bien les gens ne veulent pas ce que vous leur proposez, ou bien vous leur proposez ça si mal qu'ils ne comprennent pas ce que vous leur proposez. C'est le thème, monsieur Limbilema. Rapidement, on va lire quelques messages avant de poursuivre cette émission qui s'achemine dans quelques minutes. Bonjour. Monsieur Limbilema, c'est mon tour. Vous avez écouté. 30 secondes. J'espère que les gens ont écouté.
l'opposition. C'est cette opposition-là qui est dangereuse. Au lieu de battre Paul Biya aux élections, ils sont incapables, ils lui demandent d'appliquer l'article 66. Battez-les aux élections! Et vous l'avez appliqué. Et vous allez appliquer l'article 66. Non, l'article 66. Vous avez dit que. Vous avez dit qu'en République, on applique les lois. L'article 66 est contenu dans la Constitution du Cameroun. Il est question que M. Biya l'applique parce qu'il a prêté serment de défendre la Constitution du Cameroun. Tu as fini? Oui, j'ai fini. Tu t'ajoutes mon temps? Non, on n'ajoute pas. Voilà. Il faut parler, tu vas te taire. Je t'ai. Voilà. Ben, c'est bon. Je pense que c'est un gentleman agreement. Pour dire simplement que M. Biya gouverne mal. Enlevez-le. Gagnez les élections. C'est de ça qu'il est question. Pas de faire 30 ans de péroraison creusée sur les plateaux de télévision. Vous voulez démontrer au Camerounais que le pays s'est mal gouverné. Si le pays s'est mal gouverné, les premières personnes à le sentir, c'est les Camerounais qui votent pour bien. S'ils le votent, ça veut dire qu'ils ne croient pas en vous. Ils ne voient pas en vous une véritable alternative. C'est-à-dire que votre comportement en tant qu'acteur politique dans la conquête du pouvoir est un comportement qui n'apporte rien de nouveau dans l'esprit du décideur qu'est l'électeur. La dette camerounaise est mal gérée. Vous en avez parlé. Mais pourquoi les prêteurs continuent à prêter? Pourquoi? Tout ce que vous voulez renvoyer ça par les méthodes de la prévarication, je dis de la forme du Cameroun. Les Camerounais qui voient qu'on leur prête de l'argent, vous leur dites que cet argent est mal géré, on conduit les bonnes voitures seulement, dès qu'on vous tend le micro, vous ne parlez que de la mauvaise gestion. Les Camerounais, prochaines élections, comme vous faites là, ça fait 30 ans qu'on fait comme ça. La prochaine élection en 2025, revenez encore leur dire comment on a conduit les bons, on a conduit les bons femmes et tout ça. Ils vont encore voter pour bien. Parce que la solution, ce n'est pas dans vos discours incantatoires. La solution est en vous. Est-ce que vous êtes des alternatives crédibles? Est-ce que vous prouvez aux Camerounais que si vous êtes à la place de Paul Biya, vous allez emprunter et quand vous emprunterez, vous en ne sera que pour faire des investissements rentables? Là est la question. Est-ce que vous prouvez ça aux Camerounais? Mais c'est aussi en train de... La réponse est que depuis 30 ans, vous n'avez pas prouvé aux Camerounais que vous pouvez faire mieux. Merci. Et c'est avec votre mot de fin que nous allons... Notre consultant est bel et bien là, Abel Linglobe. Bonsoir. Vous portez également le deuil comme tous les Camerounais? Oui, mais moi je le porte depuis le jour où j'ai vu des gens, sous prétexte qu'ils veulent un État à eux, sous prétexte pour d'autres qui veulent le changement de la forme de l'État, et patati et patata, ils ont tué Ayafor de la manière la plus inhumaine. Ils n'ont rien fait de nouveau samedi, sauf qu'ils ont tout simplement changé de catégorie de meurtrier, de meurtrier. C'est depuis Ayafor. Et c'est depuis ce temps que je dis à la classe politique dite de l'opposition, à laquelle j'appartiens, que faisons attention à ce qui sort de nos bouches. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai placé ce travail que nous allons faire sur deux auspices. Premièrement, la parole chrétienne sur ce que c'est que la langue, cet organe qui est dans notre bouche. La Bible en parle, il y a plus de 2000 ans. Elle dit que dans Jacques chapitre 3, verset 8, la Bible déjà nous met en garde contre la langue. Elle dit que mais la langue, personne parmi les humains ne peut la dompter. C'est une chose mauvaise, déréglée, pleine d'un poison qui donne la mort. Avec elle, nous bénissons Jéhovah, oui, le Père. Et pourtant, avec elle, nous maudissons les hommes. La langue.
nous n'avons pas fait attention à la langue. Depuis que je vois les gens se prononcer, depuis que la guerre, les crimes au nord-ouest sont devenus le moyen pour certains acteurs de devenir célèbres. Parce que la télévision est ouverte. Chacun vient. Tu connais, tu parles. Tu ne connais pas, tu parles. Les gens se sont donné la liberté de légitimer des choses qu'ils font semblant aujourd'hui de condamner. Je leur ai regardé ce propos du premier président de la Cour suprême parlant justement de la démesure dans l'expression des libertés au Cameroun. La démesure. Il dit, il y a des comportements manifestement illégaux ou de libertinage qui prétendent tirer leur source des libertés. La démesure a envahi le champ des libertés au Cameroun. Et il cite un grand maître français. Il dit, pourtant, Jean-Paul Sartre, prix Nobel, a écrit sur la liberté que être libre, ce n'est pas pouvoir faire ce que l'on veut, mais c'est vouloir faire ce que l'on peut. D'accord. Alors, c'est Stenjamin. Est-ce qu'on est dans la démesure au regard de ce qu'on a vécu samedi dernier? Vous l'avez appelé Black Saturday. Est-ce qu'on est dans cette démesure-là pratiquement? Nous sommes pire que dans la démesure. Nous sommes dans l'horreur. Frédéric Moutomé, les enfants n'ont pas de parti politique. Les enfants ne peuvent pas saisir les enjeux politiques. Les enfants n'ont pas de posture, si ce n'est l'amour ou la désaffection. Quand des êtres humains, en apparence, mais dont je pense plutôt possédés, viennent prendre pour cible des enfants, ça veut dire qu'ils sont imprégnés soit d'esprits particulièrement maléfiques, soit ils ont un projet, en tout cas, terroriste. Et c'est en ce sens que je peux être d'accord avec César quand il parle de terreur. Il s'agit de terroristes. Ils veulent terroriser. Quand on s'attaque à des personnes aussi vulnérables, ça veut dire qu'on va créer un choc. Et j'ai parfois l'impression que les médias tombent dans le piège de relayer. Bien sûr qu'il faut parler de l'information, mais ils aiment ça, en fait. Ils aiment égorger et filmer. Tout à l'heure, Aline Loubet parlait de Ayafor, Florence. Je parlerai même de Toumassan, Comfort, dont on a retiré les viscères. On l'a découpé. On a vu la vidéo. On retire les viscères. Donc il y a un projet pervers, sadomasochiste, incroyablement pernicieux, de jouir de leurs méfaits sataniques. C'est ça le problème. Et vous pensez qu'on peut négocier avec ces gens-là? Ma réponse est non. On négocie avec les gentlemen qui ont vraiment une cause à défendre, qui ont des choses à dire. La personne qui tue n'a rien à dire. Elle offre la mort. Comment pouvez-vous comprendre, saisir, concevoir que les enfants qui vont chercher le savoir trouvent la mort? Ils s'en prennent même plus aux adultes, aux gamins. Et la question que je me pose, quand les 9 délinquants, voyous, satanistes, juchés sur les motos, pénètrent dans la salle de classe, il n'y a pas d'instituteur dans la classe. On voit bien qu'ils ciblaient les enfants. Aucun adulte n'est mort, n'a été tué. Je ne souhaiterais pas que l'adulte soit tué, bien entendu. Mais ça veut dire que leur but était de créer un choc, une terreur au sein de la population. Moi, je dis qu'aujourd'hui, Frédéric, je suis là-dessus. Je pense que l'État s'y attelle, mais je vais le redire ici. Il faut impérativement que l'État, les stratégies militaires puissent se renforcer. Comment? Il faut associer les populations qui sont les plus victimes avec les forces de sécurité. Parce que sinon, on constate d'abord que les victimes, 95% sont d'abord des anglophones, sont souvent des enfants et des femmes. Donc les populations qui sont les plus victimes doivent être impliquées dans cette affaire. On en parlera dans les minutes qui suivent de cette émission. Y a-t-il une réelle cause à défendre
en voyant des individus, puisqu'ils sont répertoriés comme étant des rebelles de l'état habituel de l'Amazonie, y a-t-il un véritable message ou une sorte d'électrochoc que ces hommes-là veulent faire passer à l'opinion nationale et peut-être à l'opinion internationale? Frédéric, il n'y a aucun message à faire passer, si ce n'est celui de la terreur. Tout à l'heure, à l'introduction, vous aviez dit que... Il n'y a pas de message à passer. Si on pose des actes, tout à l'heure, ça dit qu'il y a forcément un message à passer. Quand on s'attaque aux femmes, aux enfants maintenant, hier aux établissements, aux édifices publics, forcément, on est en train de passer un message. Je veux avoir l'attitude d'une grande femme de cette planète qu'on a souvent appelée Mère Teresa. Je ne voudrais pas prêcher pour le négatif. Je voudrais prêcher pour ce qui construit. Je reste dans l'esprit de la terreur. Les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment peuvent être assez fragilisés par ces discours de la terreur. Oui, mais avant on aurait pu être victimes. D'ailleurs, nous qui prenons le risque de venir communiquer au nom de ce grand parti qui bâtit cette nation, nous sommes des potentiels cibles. Mais nous faisons que notre boulot parce que nous pensons qu'il est de notre devoir de dire la vérité. Et c'est pour cela que nous avons l'onction de notre parti, lorsque nous arrivions sur un plateau télé, dire ce qu'on ressent. Tout à l'heure, vous aviez dit que certaines victimes sont prises en charge. Ces jeunes compatriotes, cet avenir de notre pays est pris en charge par certaines institutions. Non, ils sont pris en charge par la République du Cameroun. Il faut le dire comme ça, terre à terre. Ils sont pris en charge par l'État du Cameroun. Également, il y a une cellule qui a été mise d'écoute, qui a été mise sur pied par le ministère de la Santé pour la prise en charge de ces familles-là, pour essayer de leur remonter le moral. Voilà le message qu'il faut dire aux Camerounais. Ne restons pas dans le discours de la terreur, parce que c'est leur objectif. Mais c'est la vérité aussi, pardon, qu'il y a cette terreur qui existe. Oui, si nous entrons dans cet esprit-là, je n'aurais pas pris le risque de venir à cette émission, parce qu'ils peuvent m'attendre là en bas, et peut-être ce serait ma dernière prise de parole en public ici, sur ce plateau. Mais c'est parce que je vais au-delà de ce que c'est aussi notre devoir. Monsieur Libi Lobel n'est pas sûr, à sortir de ce plateau, de rentrer chez lui, même si l'éteint jamais. Sauf certains affiliés qui pensent que leur travail, c'est de pouvoir aussi venir justifier ce qu'il y en a. Mais il faut pouvoir le relever. Moi, je voudrais rester dans l'esprit constructif. Oui, le message que veulent faire passer ces compatriotes, je continue à les appeler ces compatriotes parce que la main leur est tendue par le mendiant de la paix, qui est le chef de l'État, son excellence Paul Biya, qui s'est positionné en mendiant de la paix. Il reconnaît que ses compatriotes sont des Camerounais et qu'ils portent l'air ouverte. C'est pour ça que toutes ces institutions qui ont été mises sur pied leur ont fait appel. Et il y a également qu'il faut souligner, parce qu'il y a des petits rumeurs qui circulent dans la planète, qu'on appelle les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp, qui veulent faire entendre le contraire. Cette armée loyaliste qui a toujours su défendre les institutions de notre pays, on a vu cette armée construire ces mêmes hôpitaux qu'ils ont détruits hier, ces ponts qu'ils ont détruits hier, soigner ces compatriotes à qui ils ont enfreint leur intégrité physique. Nous avons vu cette armée à l'œuvre. Et cette armée ne baissera pas les bras. Elle continuera à faire son boulot. Et ils seront rattrapés et seront châtiés par la justice de notre pays, parce que c'est le vent aujourd'hui. Et il faut faire attention. Je voudrais que tous les compatriotes du nord-ouest et du sud-ouest qui nous suivent en ce moment, enfin, nous avons pris conscience. Ça, c'est de notre faute. C'est pas la faute des autres. Si je viens sur ce plateau de télé, dire que c'est la faute des autres, j'ai fauté. C'est de notre faute parce qu'au début de cette crise, nous avions pensé, nous sommes laissés entraîner par un discours qui nous faisait miroiter une certaine nation, un certain État. Il n'est pas bon de le citer ici sur ce plateau. Mais aujourd'hui, la réalité nous rattrape. Tout à l'heure, Libi Lobe et Célestin Jamin ont bien fait de citer Ayafor. Mais avant Ayafor, nous avons eu des forces de défense de notre armée qui ont été assassinés. Nous avons eu des civils, des milliers de civils qui ont été assassinés. Et je voudrais qu'on en retienne, qu'on tienne compte
de ces civils-là, de ces familles-là qui sont restées orphelins, qui sont restés amputés. Et ce qui s'est passé samedi, j'ai une pensée profonde pour cet unique enfant qu'a eu ce couple, après avoir cherché pendant plus d'une dizaine d'années d'avoir cet enfant. Et aujourd'hui, qui leur faisait miroiter, fait avoir le goût de la vie, le plaisir de la vie d'avoir ce que c'est qu'un enfant. Aujourd'hui, voilà cette famille qui se retrouve à zéro. On va en reparler, gendarme. On va en reparler tout à l'heure, s'il vous plaît. Je voulais. On en reparle tout à l'heure, s'il vous plaît. Philippe Nanga, je suis avec vous de ce que hier encore, c'était des opérations de kidnapping avec demande de rançon, saccage, destruction des édifices publics et même des hôpitaux, des écoles. Et tout de suite, on note un changement on va dire, de méthode. On s'attaque à des enfants. Pourquoi cibler les enfants? Peut-on comprendre que le message qu'ils ont demandé, qu'ils ont passé hier, n'a pas été entendu? Il faut monter en grade pour se dire, il faut forcément attirer l'attention. Je ne sais pas si j'ai une réponse à cette question, mais j'observe comme vous qu'il y a un palier qui a été franchi, parce que jusqu'ici, effectivement, on avait eu beaucoup d'actes barbares. On parle aujourd'hui de plus de 4000 personnes tuées, des milliers, sinon des centaines de maisons brûlées, des milliers, des centaines de personnes déplacées. On n'avait pas encore connu d'attaques meurtrières des enfants, parce qu'on a eu des enlèvements des enfants, mais on n'était pas arrivé à l'assassinat des enfants. Je pense que c'est un palier supérieur qui a été franchi et qui semble être un palier pour peut-être sonner le glas, et un palier peut-être pour toucher les cœurs de ceux qui jusqu'ici étaient restés insensibles à ce qui se passe depuis 4 ans dans le sud-ouest et le nord-ouest. Sans les toucher le cœur de ceux qui sont restés insensibles. Y en a-t-il qui sont restés insensibles face à la crise en nord-ouest? Elle fait l'objet de débats, de discussions, d'échanges. Depuis 4 ans, elle a été au cœur d'un grand dialogue national inclusif. Monsieur Moutombe, s'il n'y avait pas eu malheureusement beaucoup de Camerounais qui soient restés insensibles à ce qui se passait dans le nord-ouest et le sud-ouest, je pense qu'on n'en serait plus là. On n'en serait plus là parce que les Camerounais se seraient organisés, mobilisés pour que cette affaire s'arrête il y a 4 ans. Sinon, il y a quelque temps. Je le dis parce que cette crise, quand elle commence, on va venir. J'ai toujours souvenance de ma présence dans ce studio 2 ou 3 jours après, sinon c'était le lendemain de manifestation des avocats. J'étais ici et j'avais dit ce jour, attention à ce que j'ai vu, parce que ce que j'ai vu là n'est pas bon, parce que connaissant un peu la culture, j'allais dire anglophone, je sais un peu comment ils réagissent, puisque Un Monde à Venir mène les activités dans les 10 régions, donc je sais à peu près comment les gens réagissent selon qu'ils sont au nord, au sud, à l'ouest ou à l'est. Je sais à peu près les cultures, les façons de faire, les façons de voir les choses. Et je craignais qu'il y ait effectivement escalade de la violence après ce que j'avais vu. Je l'avais dit ici, que si l'État, le gouvernement ne réagit pas assez vite à ce que j'ai vu là, on risque de connaître un moment très douloureux. Malheureusement, ce que je craignais est arrivé. On a eu cette avalanche d'actions, n'est-ce pas, de violence, et on a eu la radicalisation, n'est-ce pas, des acteurs qui nous a conduit aux affrontements armés qu'on n'avait pas connus. Est-ce cette radicalisation qui nous conduit aujourd'hui à cette tuerie? Bien entendu, bien entendu. Radicalisation de qui? Des rebelles? Non, de la population ou bien de l'État? Non, il y a eu une radicalisation des différentes parties en conflit. Parce que vous savez très bien qu'on est en train de vivre un conflit. Ce conflit qui oppose une communauté de notre pays à l'État du Cameroun, il faut le dire comme ça, parce que les gens se sont attaqués quand même à l'État du Cameroun, estimant qu'ils n'étaient pas pris en compte ou autre.
Et ça, c'est un conflit. Et M. Moutomé, je vais vous dire, parce que je travaille aussi là-dessus, sur les questions de résolution de conflit, on m'a enseigné, moi, qu'un conflit n'est pas nécessairement violent. Mais c'est le déniement du conflit qui crée la violence. Et j'ai vu, n'est-ce pas, comment la violence, n'est-ce pas, s'est développée. Aujourd'hui, je l'espère, avec cette escalade et ce palier supérieur, n'est-ce pas, de violence qu'on observe depuis samedi, j'espère qu'on ne va plus aller dans les débats stériles et inutiles qui concourent à dire c'est tel qui a fait, c'est pas tel qui a fait. J'espère qu'aujourd'hui, il est temps que tous les Camerounais prennent conscience de ce que cette guerre doit s'arrêter. C'est-à-dire le focus de tous les acteurs camerounais, acteurs politiques, acteurs associatifs, leaders d'opinion. Aujourd'hui, il n'est plus question de se réfugier derrière, n'est-ce pas, j'allais dire une casquette partisane. Il est question aujourd'hui de se mettre ensemble et de dire cette affaire doit s'arrêter. Il s'agit, je pense qu'on a touché le fond avec cette tuerie des enfants, parce que jusqu'ici on n'avait pas vu ça, et même dans des pays où il y a des guerres, je vois souvent qu'on épargne les enfants. Mais quand on peut froidement s'attaquer aux enfants, je pense que c'est un palier supérieur qui doit nous interpeller tous. Abel Robert, la faute ou la responsabilité de cette situation à qui? Deux personnes. Public, deux personnes. Population, les rebelles? Deux personnes. Pourquoi seulement deux? Je vais en citer trois. Non, vous n'êtes pas dans la bonne analyse. La bonne analyse, c'est deux personnes. C'est-à-dire? Les rebelles et les acteurs qui font de la politique et qui instrumentalisent ce conflit, qui ne les regarde pas. Vous venez d'entendre le discours que j'ai entendu là. Je vous ai dit tout à l'heure oui, en commençant là, que la langue, c'est que nous parlons, est en partie responsable de cette dérive. Ce qu'on fait entendre aux gens. Des gens sont dans l'erreur. Ils sont dans une voie inacceptable nulle part au monde. Et vous avez des gens qui vivent de cette erreur, qui n'existent politiquement pas que parce que ces gens ont fait ces erreurs-là. Et qui, pour exister, viennent et distillent un langage de confusion, distillent un langage de dispersion des responsabilités, parce qu'il faut être politiquement correct. Ce sont ces gens qui sont à l'origine de l'aggravation de cette crise. Nulle part au monde, vous n'avez le droit de prendre les armes pour faire entendre des revendications. C'est un principe mondial. Tous ceux qui prennent les armes pour faire entendre des revendications ont déclenché des guerres. Vous connaissez un endroit, montrez-moi un pays au monde. Je serais tenté de vous lire la Bible ici encore pour vous dire que la Bible nous conseille de ne pas nous battre sur les mots. Nous ne battons pas sur les mots. Montrez-moi un pays au monde où les gens ont pris des armes pour faire entendre une revendication politique. Alors pourquoi vous estimez que ce sont les politiques qui sont l'un? Deux choses. Là aussi, deux choses. Oui. Premièrement, il me semble que c'est des gens estiment qu'ils ont des revendications politiques. Ayouk, Tabe et Sissoukou, c'est des politiques, non? C'est pas des politiques qui prétendent que leur pays est en faillite et qui demandent l'indépendance d'un territoire qu'ils n'ont pas, qu'ils n'ont jamais eu dans l'histoire. C'est des attitudes politiques. Deux, la horde des hypocrites qui défilent sur les plateaux de télévision. Qu'est-ce que vous appelez hypocrite? Ceux qui ne veulent pas dire la vérité et qui vivent de ce mensonge et qui croient que en amplifiant ce mensonge, ils vont obtenir l'affaiblissement de l'État dont ils n'arrivent pas à prendre le contrôle. C'est de ça qu'il est question. Il est question des partis politiques qui sont venus greffer leur lutte sur une lutte qui n'est pas la leur. L'indépendance du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, c'est la lutte du SDF.
Mais vous avez entendu le leader du SDF dire que s'il était jeune, il serait allé en brousse combattre. Combattre pourquoi? Combattre pour la sécession. Parce que ceux qui sont en brousse combattent pour la sécession. Vous avez entendu ce leader politique le dire. Vous avez vu le MLC avec des tas de vidéos qui vous disent qu'ils doivent prendre attache avec les leaders sécessionnistes. Qu'est-ce que cela peut dire d'autre si ce n'est une accointance? Vous avez donc vu de la démesure dans les comportements des uns et des autres. Où on fait comme si tout le monde était à peu près responsable, on était sur le même pied d'égalité. J'ai dit dès le début que tous ceux qui ne veulent pas être du côté de la justice sont du côté de l'injustice. Il n'y a pas un camp au milieu de celui qui dit un peu la justice ou qui dit un peu l'injustice. L'injustice, c'est que vous avez pris les armes. La justice, c'est que vous devez les déposer. Mais vous avez vu des mois et des mois durant ici sur ce plateau des supposés leaders de partis politiques venir vous dire qu'il faut un cessez-le-feu, que l'armée dépose les armes. C'est-à-dire que l'armée cesse de pourchasser les gens qui nous donnent matière à pérorer aujourd'hui sur les plateaux de télévision, à faire semblant d'être très émus. Mais quand tous ces problèmes se posaient, on brûlait déjà les écoles. On voulait déjà empêcher les enfants d'aller à l'école. Mais pendant que ces choses se déroulaient, vous avez vu que la culture de la démesure dans l'expression des libertés ne s'est pas seulement arrêtée au nord-ouest, au sud-ouest. Vous avez vu Nietzsche se mettre sur la photo du chef de l'État et la piétiner. Ça parle aux gens, les actes, les agissements. Vous avez vu des gens, au nom d'une revendication politique, aller casser les ambassades, prendre la photo du chef de l'État, uriner sur ça. Ça parle. Ça apprend aux gens qu'on peut franchir des Rubicons. C'est ce qui est en train de se passer. Et c'est tous ceux qui ont créé ce climat délétère dans le pays, au nom des objectifs politiques qu'ils poursuivent, qui créent les conditions psychologiques de la production d'une telle barbarie. Alors, je les tiens pour responsables. Paul Biya, le président de la République du Cameroun, affirme avoir donné des instructions fermes pour que soient prises des mesures devant aboutir à l'arrestation des auteurs de ce crime horrible. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.